dans des choses sérieuses. Bonjour à vous, bonjour les charismatiques, bon midi. Je suis très contente d'être là encore sur ces plateaux des Caris. Aujourd'hui, c'est Caris en mode chroniqueuse. Et vraiment, je suis dans la joie d'être là, de partager avec vous encore ces moments intenses, ces moments où nous partageons vraiment des sujets très spéciaux, des sujets vraiment, des fois c'est tabou, mais nous, à Caris, on veut vraiment en parler librement avec l'aide du Saint-Esprit pour que les gens puissent comprendre de quoi on est en train de parler. La Bible nous dit l'ignorance tue et nous voulons être dans la connaissance, dans la lumière de Dieu, dans sa parole aussi, parce que c'est cette lumière, cette parole qui nous éclaire. Et à prendre de bonnes décisions aussi, à affronter la vie, des choses qui nous arrivent des fois dans la vie, on ne s'attend pas. Et puis, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour aller de l'avant avec ce que nous traversons au travers de nos vies? Donc, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis en mode chroniqueuse. Il y a de cela quelques mois, nous avons débuté un thème, une rubrique sur la drépanocytose. C'est quelque chose qui est un peu méconnu, mais nous, on veut un peu démystifier, mettre ça à l'aise pour que les gens comprennent que c'est pas sorcier, c'est pas quelque chose d'autre, mais des fois, c'est avoir juste la connaissance, comme je disais tout à l'heure. Ce troisième épisode, c'est avec quelqu'un de spécial qui, cette personne, c'est un homme qu'on m'avait déjà parlé, mais aujourd'hui, j'ai décidé de la voir parce que lui-même aussi, il dit que la drépanocytose s'était posée à lui. Dieu l'a tellement soutenu qu'il a trouvé la force d'être un expert. Voilà, il y a des situations qui nous arrivent. Des fois, ça nous permet aussi d'aller approfondir et de devenir même expert à aider d'autres personnes qui sont dans les besoins. Donc voilà, il est un intervenant auprès des familles dans les besoins. Il est là pour nous, pour vous, ce midi, sur ces plateaux des Caris en mode chroniqueuse, pour nous expliquer en gros quand même comment est-ce qu'il a vécu des choses et comment il peut être utile pour nous parce qu'il est devenu un expert, carrément. Alors, je vais laisser la place, le plateau à Émilie qui va être avec nous à partager ces moments en mode chroniqueuse. Que le Seigneur vous bénisse. Bon visionnement. Nous continuons donc notre série sur la drépanocytose et aujourd'hui nous avons la belle opportunité de recevoir un invité externe. J'ai nommé Monsieur Wilson Sanon, président fondateur de l'association d'anémie falciforme du Québec. Bonjour Monsieur Wilson, vous allez bien? Très bien, merci. Bonjour Madame Émilie, merci pour l'invitation. Mais c'est moi qui vous remercie parce que je sais que nous sommes très occupés en règle générale ici à Montréal, en Occident, donc je sais que votre temps est précieux et je vous dis vraiment merci au nom de Pasteur Fofi et de Pasteur Suzy, qui sont nos parents spirituels ici à Christ en Action Évangélisation. Je vous dis vraiment merci pour Christ en Action. Vous êtes une bénédiction. Merci, merci beaucoup. C'est un privilège d'être ici. Alors, sans plus tarder, on va passer au vif du sujet. Merci. Donc, avant vous, on a reçu votre collègue, Dr Constant Kazadi. On a un peu déblayé le terrain avec lui de manière à pouvoir un peu définir la maladie et puis camper du moins le sujet. Et ensuite de cela, nous avons invité effectivement sur le plateau une maman qui est présentement à l'église, qui est membre de l'église aussi, et qui a une jeune fille qui est donc, excusez-moi, drépanocytaire. Et ça nous a permis en fait de mieux comprendre un peu le quotidien, d'avoir une idée sur le quotidien. Mais ce qui nous manquait en fait, c'était éventuellement les ressources. C'était éventuellement
d'insister un peu plus sur la sensibilisation et pourquoi pas sur la base de cas pratiques. Je pense que vous êtes riche de ces cas pratiques. Alors, permettez-moi un peu de vous cuisiner avec mes petites questions pour que les charismatiques de Caris puissent en profiter. Ça vous va? Ça me va très bien, Parfait. Avec plaisir. Alors, moi, je suis un peu curieuse. Je voudrais d'abord avoir une idée de votre témoignage. Qu'est-ce qui vous a amené, du moins, à choisir la cause de la drépanocytose, de la drépanocytose, ou c'est la drépanocytose qui vous a choisi? La cause m'a choisi, tout simplement. J'aurais bien aimé choisir quelque chose d'autre, mais voilà, j'ai eu de fait, la situation est arrivée comme ça, il y a une trentaine d'années. En n'étant pas, je ne savais même pas moi si j'étais un porteur de cette maladie. Et puis à la naissance de mon garçon, à Sainte-Justine, et puis j'ai reçu un appel de l'hôpital disant il faut que je me présente avec ma femme. Tout paniqué, donc alors 2 semaines après la naissance de mon garçon, et là j'ai eu l'appel, je me suis présenté à Sainte-Justine. C'est à ce moment-là en fait qu'on nous a fait asseoir avec le médecin et l'infirmière pour nous expliquer voilà ce qu'il en est, que suite on a fait des tests et puis à la naissance, et on a trouvé que mon garçon a l'anémie falciforme, qu'on appelle la drépanocytose. J'ai déjà entendu parler ça, en fait, vaguement, mais c'est à ce moment-là qu'on a commencé à expliquer en quoi ça consiste. Et puis, mais pour moi, en fait, vu qu'on c'était juste une annonce, mais on n'avait pas encore commencé à vivre certaines expériences, de voir comment cette maladie se manifestait. Et puis voilà, donc c'est comme ça en fait ça a commencé. Et puis quelques mois après, et puis la maladie commence à se pointer le nez de façon assez brutalement, en termes de crise de douleur, infection, et puis voilà. À quel âge que votre fils a été diagnostiqué? En fait, à la naissance, et puis en fait on m'a expliqué, et puis ça a commencé assez brutalement, mais j'ai eu entre-temps une fille. Les deux étaient SS. D'accord. Alors ma vie familiale a complètement changé, basculé, a complètement changé. Et puis, c'était toujours, on rentre à l'hôpital, on sort, on rentre avec l'une, des fois on rentre avec les deux. Des fois, je passais mes nuits avec ma femme dans la même chambre avec les 2 enfants malades. Et puis, quelques années plus tard, mon garçon, en fait, le Seigneur l'a appelé. Okay. Donc il est parti à l'âge de 4 ans. Et puis, c'est à ce moment-là. Donc alors, l'association a fait l'année où on dit qu'est-ce qu'on fait. Et devant peu d'informations, peu de ressources. Et puis, un médecin m'a conseillé, parce que j'étais souvent présent dans les réunions qu'on organisait à l'hôpital Sainte-Justine, et m'a encouragé de voir dans quelle mesure on ne pourrait pas mettre une association sur pied qui pourrait non seulement soutenir les familles et les médecins également dans les démarches au niveau politique. Alors voilà, c'est cette manière-là que la cause a mis la main sur moi. Depuis lors, en 1999. Voilà. Oh, ça fait longtemps, effectivement, voilà. Oui. Mais en tout cas, je trouve ça bien courageux de votre part, parce que des têtes de file, des fois, il n'y en a pas beaucoup, et le travail est vraiment colossal, parce que vous avez à déblayer le chemin pour plusieurs en arrière. Donc, on prie que le Seigneur vous accompagne encore une fois et qu'il vous amène
vraiment Oui, des personnes pour pouvoir vous aider. Le fait d'être aujourd'hui en votre présence pour en parler, Oui. c'est une autre occasion encore pour Oui. emmener la cause encore Plus loin et la mettre à puis, l'agenda politique, parce qu'en général, c'est toujours ça. Pour qu'une maladie soit considérée problématique de santé publique, il faut pouvoir le mettre à l'agenda politique. C'est la raison pour laquelle, un peu plus tard, dans les années en 2000, j'ai lancé des actions auprès du gouvernement provincial pour mettre en place un programme de dépistage. Et puis, avec beaucoup d'actions d'un côté ou de l'autre. Et Dieu merci. Alors, on peut être fier de cette réalisation-là. Et 14 ans après, le gouvernement a décidé de mettre en place un programme de dépistage néonatal universel au Québec, qui est une grosse victoire pour les personnes qui sont à risque de cette maladie génétique. Et présentement, quel que soit qu'on est au Québec, dès qu'un enfant est venu au monde, automatiquement, le dépistage est fait. Et ce qui n'était pas le cas dans le passé. Parce que dans mon cas, vu que mon enfant était venu au monde à Sainte-Justine, mais s'il n'était pas né à Sainte-Justine, il était venu au monde dans un autre hôpital, on n'aurait pas eu ce dépistage-là. Combien qui sont venus ailleurs, et puis on n'a jamais su s'il est avec l'anémie falciforme, et qui font des crises, se retrouvent aux urgences. Et avec une fièvre, on dit, bon, la fièvre, c'est pas si grave que ça. Et on laisse partir la mère avec l'enfant à la maison. Et les choses s'aggravent. Et on se retrouve souvent des cas de mortalité. Et c'est à l'autopsie qu'on sait, oh, l'enfant avait l'anémie falciforme. Si on le savait, on aurait pu ça. Bref, alors donc c'est quelque chose, je crois que le dépistage amène les choses à un autre niveau, mais encore le combat continue parce qu'il y a tout le côté, le volet, la prise en charge qu'il faut continuer à pousser et à faire avancer, et tout ce qui est la recherche également. Il y a encore du travail à faire. Il y a encore du travail à faire. Voilà. Mais on va y revenir concernant la prise en charge, mais je vois que vous avez quelque chose sur la table. Je suis vraiment curieuse. J'aimerais en fait savoir, avec vos mots, comment est-ce que vous définissez cette maladie? C'est quoi la drépanocytose? C'est quoi l'anémie falciforme, dans vos mots? C'est une maladie brutale qui afflige beaucoup les enfants en termes de crise de douleur, des infections. J'ai été, moi, il y a quelques années de cela, dans un Dollarama. Et puis, je suis tombé sur ce truc-là. Il était beaucoup plus que ça. Il y avait beaucoup plus que ça. Il y en a, c'est parce que c'est fragile. Et puis, l'idée m'est venue de dire, tiens, non, ça ressemble à un globule rouge. Le globule rouge, c'est rond, c'est comme du piment. Du piment. Et puis, mais la déformation, c'est un piment. Et comme les globules rouges, les patients souffrant d'anémie falciforme s'autodétruisent trop rapidement, ont une durée de vie de 120 jours. Pour nous, ceux qui ont l'anémie falciforme, c'est 10 à 20 jours, c'est 10 fois moins. Et les globules rouges, cette déformation, et de l'autre côté, ils se déforment aussi. Et cette déformation amène, et comme ça. Et quand il est déformé, il devient comme un piment, et ça bloque dans les vaisseaux, ça ne voyage pas, le tissu en avant ne reçoit pas l'oxygène, il risque d'en mourir. Et ce blocage provoque une douleur atroce. Souvent, les enfants disent ça brûle, ça fait mal, que les médecins considèrent des fois comme un accouchement. Donc alors, étant donné qu'il dit c'est rouge, la maladie touche en grande majorité, pas uniquement, les gens de race noire. Et on a tendance à dire que c'est une maladie tropicale. Et on mange beaucoup épicé. de piment. Alors, je me suis dit que cette déformation, vous nous parlez, dit voilà, une déformation, les enfants disent ça brûle, et on mange épicé. C'est une façon assez simple pour expliquer la maladie. Et ça attire l'attention des gens. Donc, alors, ça me permet de mieux sensibiliser les gens par rapport à ça. Et tout ce qui est le volet de prise en charge, de dépistage, et puis de connaître notre génotype sanguin. Voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai toujours
ce piment dans toutes les kiosques d'information pour attirer l'attention des gens. Voilà. J'aime bien. La drépanocytose est comme un piment rouge, voilà. qui brûle. Les enfants disent ça brûle, comme le piment. Et il faut dire, je m'excuse, mais les médecins avaient tendance à parler de la déformation des globules rouges comme une banane. Je veux dire, une banane, c'est sucré. Ouais. Alors, donc, un piment, ça pique. Ça pique. Alors, pour moi, c'est beaucoup plus... c'est beaucoup plus parlant. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on utilise dans notre logo. D'accord. Alors, c'est notre symbole. Oh, ok, je comprends. Oh, mais c'est vraiment magnifique et c'est... En tout cas, c'est vraiment créatif. Ça va, merci. Alors, tantôt, vous parliez effectivement de la prise en charge. L'enfant commence à faire des crises, il dit que ça brûle, il y a de la fièvre, il y a des douleurs musculaires et des fois au niveau des articulations, effectivement. Est-ce que vous pouvez nous donner éventuellement un estimé ou une idée du coût de cette prise en charge-là? On n'a pas les chiffres exacts, mais on sait que, en général, un enfant, une prise en charge, un enfant qui rentre à l'hôpital, souvent parce que ça varie d'un enfant à l'autre. En termes, il y a des enfants qui vont faire beaucoup d'infections, il y a des enfants, beaucoup plus de crises de douleur. Alors, il y a aussi la durée des crises quand on rentre à l'hôpital. Il y a des enfants qui rentrent et puis qui restent pas trop longtemps. Et on a mis en place, mais j'avais vu une statistique, des chiffres qu'on avait sortis du côté des États-Unis. On parle facilement d'un enfant, quand une prise en charge peut aller jusqu'à $300 000. 300 000 $? Oui. Oui. Donc alors, parce que quand on voit, il faut calculer tout ce qui est médical et tout ce qui est social, tout ce qui est, ça peut aller de celui qui passe le balai dans la chambre aussi. Ça fait partie en fait des gens du montant en fait général. Donc alors c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher pour une prise en charge d'un enfant. Mais l'avantage de ça, quand on a une prise en charge assez tôt, on sait que l'enfant a cette maladie-là. Il y a toujours il y a le PNV qu'on donne en amont pour éviter les infections. Qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de pénicilline. On donne un sorte de médicament qu'on donne en fait, on donne ce médicament-là qu'on avait pour éviter que les enfants fassent moins de crises. Et il y a tout le volet éducation, à savoir quand on a comment on doit se comporter. Comment une hygiène de vie, ouais. Oui. Alors comment on doit même s'habiller au niveau de la nutrition, au niveau le sommeil. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Tout un travail d'éducation qui facilite maintenant tout ce qui est qui rentre dans la prise en charge et qui évite souvent les crises à répétition là. Donc, la gravité des crises. Je vais donner un exemple facile. Un enfant qui est dans une salle de classe, la gestion des salles de classe est très importante. Si un enfant soudanais falciforme, on l'encourage, il faut qu'il boive beaucoup d'eau. Parce que il faut qu'il s'hydrate. Et quand cet enfant-là, en buvant beaucoup d'eau, forcément va avoir besoin d'aller aux toilettes. Mais si l'enfant est placé au fond de la salle, il va falloir qu'à chaque fois qu'il doit pas déranger toute la salle pour sortir, pour aller revenir. Mais avant même, il faut que peut-être aviser. Non, aviser, mais le prof aussi soit au courant que cet enfant a cette problématique-là. Et le prof aussi, il faut qu'il dise aux enfants, aux autres camarades, si on permet à cet enfant-là d'avoir sa goutte d'eau à côté de lui, parce qu'il a, c'est pour une raison bien particulière. C'est pas parce qu'il est le chouchou de la maîtresse, mais c'est parce qu'il a un problème. Et ça peut arriver en buvant beaucoup et d'aller aux toilettes. Donc, pour éviter des conflits entre camarades. Vous voyez? Donc, ça aussi, ça fait partie en fait de la prise, tout le côté éducation pour faciliter la prise en charge. Donc, ça finit par baisser le coût quand on parle d'un enfant soudanais falciforme annuellement qui va faire beaucoup de crises, de longues hospitalisations et avec plusieurs types de médicaments. On parle de transfusion sanguine et puis on parle de beaucoup d'implications de plusieurs
spécialiste parce que c'est une maladie, une prise en charge multifactionnelle. Donc alors, c'est pas seulement un médecin, c'est plusieurs spécialités multidisciplinaires qui sont impliquées là-dedans. Voilà. Ouais. D'accord, ok. Et vous parliez en fait effectivement de la portion un peu sensibilisation, le fait d'informer les personnes autour. Est-ce que vous pouvez nous donner, là vous aviez pris l'exemple d'un jeune qui va à l'école, mais est-ce que vous pouvez aussi nous donner des exemples de sensibilisation à l'égard des parents? Pourquoi je vous pose la question? Parce que cette maladie-là, autour de cette maladie, il y a beaucoup de stigmas, il y a beaucoup de préjugés. Et des fois, ça déchire des familles parce qu'on ne veut pas, le monsieur ou la dame ne veut pas assumer le fait que c'est lui ou c'est elle qui est porteur de la maladie. Donc, quels sont en fait les conseils qu'on pourrait donner à des parents déjà mariés ou des personnes qui vont se marier? Bon, moi, souvent, je dis aux jeunes, ça fait toujours rire, je dis, vous savez, même si je suis chrétien, mais je préfère un divorce avant le mariage. Il dit, mais c'est quoi ça? Ils trouvent ça bizarre. C'est choquant. C'est choquant. Histoire de capter l'attention. De capter l'attention, tout simplement. Oui, effectivement. Les jeunes, ils sont estomaqués d'entendre ça. Ils disent, mais pourquoi? Vous savez, c'est très important de connaître ton génotype sanguin. Alors, est-ce que j'ai le trait de la maladie? Une maladie qui va avoir beaucoup d'incidence sur le long terme. Le long terme. Et se retrouver avec un enfant souffrant de cette maladie-là, ce n'est pas une partie de plaisir. Et d'ailleurs, quelle qualité de vie qu'on va avoir si on refuse d'aller chercher cette information qui est disponible. On veut seulement savoir, est-ce que j'ai le trait? Est-ce que ma copine ou mes copains a le trait? Donc, en ayant cette information-là, qu'est-ce qu'on dit? Un homme averti en vaut deux. Ouais. Donc, alors moi, je dis toujours en vaut 1000. Parce que là, on peut se dire, voilà une situation auquel on va faire face si on décide d'aller de l'avant. Mais il y a toujours le moyen de dire que si on ne fait pas d'enfant, on va se marier quand même, mais il y a toujours le côté adoption. Oui. Mais c'est un cas, je crois qu'il faut bien y penser. Oui. Alors, il faut en discuter, il faut être au courant de la chose. Oui. La chose, en tout premier lieu, moi j'encourage les jeunes, chaque jeune, de se poser cette question-là. Est-ce que j'ai le trait? Et si j'ai le trait, le gène de cette maladie-là, qu'est-ce que je dois faire? Parce que c'est une maladie qui va changer complètement la vie familiale et qui va changer la qualité de vie d'un parent. Se retrouver, moi, je l'ai vécu longtemps au point tel que on me confondait avec un employé de l'hôpital Sainte-Justine. D'accord. Parce que j'étais toujours là. Oui. On rentre un soir, on va dormir, en fait, que l'enfant, après, il sort de la garderie, et puis on donne à manger, son petit bain, et on met au lit. Mais il n'y a rien qui nous dit qu'on va passer la nuit à la maison. Oui. En plein milieu de la nuit, on doit se lever pour se rendre à l'hôpital. Et faire ses bagages pour aller en voyage. Et c'est pas quelque chose qu'on peut faire des projets à long terme. Parce que c'est une vie qui est minée, c'est au jour le jour. Oui. Parce que la maladie va nous conditionner. Oui. Alors donc, personne ne voudrait pas se retrouver dans une telle situation. Alors, l'idée première, on est jeune, on se pose la question, est-ce qu'on a le trait de la maladie? Si on ne l'a pas, mais pourquoi ne pas passer le test et puis pour avoir le bien-être? Donc, alors, moi, j'encourage les gens à faire ça. Et ce qui, des fois, qui est désolant, des gens qui n'ont pas été informés de la présence de cette maladie-là, ou bien qui font l'aveuglement volontaire, ou bien qui décident tout simplement de le cacher à son ou bien à sa partenaire. Généralement, je dirais c'est juste à sa partenaire. Ouais. Et on se retrouve avec un enfant malade. Et puis la mère, c'est elle souvent qui est au chevet de l'enfant. Et ce n'est pas Jojo, comme on dit au Québec. Jojo, effectivement. Ouais. Alors, vous dites, j'aime bien ce que vous dites parce que j'aimerais qu'on s'arrête là-dessus. C'est souvent la mère qui se retrouve au chevet de l'enfant. Quel est le message que vous pouvez passer
aux hommes africains, d'origine africaine, afrodescendants, haïtiens, quel est le message que vous pouvez leur passer en fait dans une optique de sensibilisation ou de prise de conscience? Mais je crois que je dirais à ces hommes qui sont comme moi, on est des papas, un père. On aime notre progéniture. On est des hommes responsables. On a tendance à nous dire dans le passé des pourvoyeurs. De nos jours, on ne parle plus de ça. Donc alors, c'est 50-50 au Québec. Mais en tant que papa responsable, et si on se retrouve devant une telle situation, je vous en conjure, à prendre votre responsabilité. Au même titre qu'on encourage les papas à prendre leur responsabilité dans la maison, c'est pas seulement qu'il doit être au fourneau, mais on est papa, on court, on amène les gens, on prend notre journal et puis on laisse maman faire tout. Mais l'enfant aussi, un enfant souffrant d'anémie falciforme, un enfant malade, il est de notre responsabilité de s'impliquer et d'être présent dans les rencontres, dans les réunions, comme même titre qu'on nous invite à être présent dans l'éducation de nos enfants à l'école. C'est la même chose. On ne peut pas être des papas à moitié. Démissionnaires ou à moitié. À moitié. Oui. Quand on prend notre responsabilité, et l'enfant qui a l'anémie falciforme, la drépanocytose, ne va pas le chercher uniquement on parle de gènes là. Oui. On a à peu près 6 millions de gènes dans notre corps. Un enfant va chercher le A de maman, le A de papa. Donc il y a une mutation qui passe de A à S, qui est l'anémie falciforme. L'enfant va aller chercher le S de maman ou bien le S de papa quand on est les deux parents sont porteurs. Pour avoir un enfant souffrant d'anémie falciforme, il faut que les deux parents soient porteurs. Oui. Et à chaque grossesse, il y a 25% de possibilités que l'enfant se retrouve avec la maladie. 25%. Okay. 25%, l'enfant va chercher seulement le A, qui est le bon côté. Généralement, les enfants ont tendance à aller chercher le mauvais côté. Hein? Donc, alors, le A de papa qui est peut-être bon, mais il y a 50% que l'enfant va chercher le A de maman, le S de papa, ou vice-versa. Donc, on ne peut pas se permettre de dire que j'ai jamais entendu parler de cette maladie-là. Je n'ai pas ça dans ma famille. Si cet enfant a cette maladie-là, c'est ta faute. C'est ta faute, ça vient uniquement de maman. Ça n'existe pas. On arrête de jeter la faute sur l'un ou sur l'autre. On avance ensemble. On avance ensemble. Ouais. Et en disant aussi que cet enfant-là, il n'a pas, ce gène-là ne vient pas de moi, subtilement, on envoie un message. C'est-à-dire? Je ne peux pas dire à ma femme, l'enfant qu'on a mis au monde, qu'elle a mis au monde, Dieu nous a donné, qui est malade, qui a le gène, qui a la maladie falciforme, sachant très bien, la médecine explique très bien que ça prend le gène de maman, le gène de papa. Si l'enfant a seulement le gène de maman, posez-vous la question. Oui, effectivement. Et c'est là où ça cause effectivement des déchirures dans les familles. Parce que la paternité ou la maternité est remise en cause à cause de ce genre de choses-là. Mais avez-vous déjà intervenu dans des cas, j'allais dire, où le couple est prêt à se séparer pour ça? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de conseiller des couples? Pas de façon directement, mais on en reçoit au niveau de l'association des parents, des femmes qui sont en pleurs, d'où on n'a aucune idée où se retrouvent les papas, parce qu'ils refusent d'accepter que, oui, c'est son enfant, mais la maladie ne vient pas de lui. D'accord. Ça, c'est aberrant. Et qui se pousse quasiment, carrément. Et c'est la mère qui se retrouve avec un enfant malade, des fois un enfant, des fois 2 enfants, 3 enfants. Et où est le papa? Il n'est plus là. Donc, alors, c'est déjà arrivé que à l'hôpital Sainte-Justine, qu'on fait appel à moi en disant
est-ce que vous seriez disponible de rencontrer telle famille, tel papa, pour telle raison, parce que voici, on l'encourage à venir passer le test pour confirmer. Quand on dit on veut confirmer, on le sait déjà. Oui. On veut s'assurer parce qu'il y a différents types d'anémie. Parce que différents du trait, on parle de SC, on parle de AS, on parle de SS, on parle de méthatalacémie. Donc, Christian pourrait bien élaborer là-dessus. Mais c'est des... Alors, on veut savoir quelle forme qui se retrouve chez le papa, chez l'enfant, donc chez la mère, pour dire que voilà, on a cette confirmation-là. Mais alors, souvent, ils refusent de se présenter à l'hôpital. Ils refusent de se présenter. Et malheureusement, c'est la mère, en fait, dès qu'on a un tel refus, on sait déjà que ça pose problème déjà au niveau de la famille. Ouais. Alors donc, j'espère en fait que les gens, les papas qui nous écoutent ce soir, qui vous êtes à l'église ici, qui vous êtes ailleurs, peu importe que vous soyez en France, peu importe, mais dites-vous bien que vous êtes un papa responsable, vous pouvez être un papa ni à moitié, un papa responsable et un papa conscient et qui doit être présent et qui doit collaborer et pour l'avenir de votre progéniture. Voilà. Merci beaucoup pour ce point-là. Et tranquillement, pas vite, en fait, je voudrais qu'on aille vers le quotidien au niveau du système de santé. Tantôt hors caméra, en fait, je vous disais que j'avais eu à faire le test de l'électrophorèse et vous m'aviez donné une autre expression. Alors j'ai envie de vous poser la question pour que les charismatiques puissent profiter de votre connaissance et comment naviguer dans le système de santé ou encore quand on est face au médecin, quelle est la question ou quels sont les mots-clés que l'on doit utiliser en fait avec le médecin pour qu'il puisse correctement nous orienter. Le mot à ne pas oublier, c'est drépanocytose ou bien anémie falciforme. C'est sûr qu'on est en Amérique, on utilise beaucoup plus anémie falciforme, mais il ne faut pas oublier ce mot-là. Si vous vous posez la question parce que vous êtes sur le point de vous marier et puis vous avez un enfant, vous voulez avoir un deuxième, et vous voulez connaître votre génotype sanguin, est-ce que vous avez le trait de la maladie ou pas, tout simplement à votre médecin de famille ou bien dans une clinique sans rendez-vous, ou du moins en contactant l'association, on peut vous référer vers une clinique, un médecin pour ces genres, pour le dépistage. Le mot, c'est, il faut dire un test de falciformation ou bien test d'anémie falciforme. Donc, alors, vous, en tant que scientifique, vous avez utilisé l'électrophorèse, ça risque de ne pas rester dans la tête, mais un test de falciformation ou bien d'anémie falciforme, il faut le mentionner. Ne dites pas, je vais faire un test d'anémie. Parce que vous risquez de vous retrouver à un faux négatif. D'accord. Bon, au moins, je suis averti. Et vous êtes avertis, les charismatiques. On ne dit pas, quand on est face au médecin, faites-moi une électrophorèse. Ça, c'est le mot scientifique. Mais pour être bien précis, demandez à votre médecin de famille de vous faire un test de dépistage d'anémie falciforme. OK? Donc, c'est ça. Et vous disiez tantôt, donc, que l'association d'anémie falciforme du Québec, vous êtes en mesure donc d'orienter les familles. Pouvez-vous nous présenter en fait cette association? Quels sont les services que vous offrez donc à la population? En fait, le travail, c'est un travail d'éducation, de sensibilisation et d'accompagnement également. On est là, on a une ligne d'écoute. Il y a certaines familles, ne serait-ce même pour avoir un test de dépistage, ou du moins pour mieux comprendre la maladie et pour être en contact ou bien avec une autre famille aussi. Ça peut être au niveau d'un nouveau médicament qu'on hésite à donner à notre enfant, ou bien sur la transfusion sanguine. Comment ça se passe pour une famille, de passer pour une famille. Donc alors on peut mettre
certaines familles en confiance par rapport au système de santé, ou du moins est-ce que ça peut être un besoin au niveau social, ça peut être au niveau de répit, parce qu'on fait la massothérapie, on fait seulement pour les enfants qui sont hospitalisés, on en fait au bureau, on est fait dans les camps d'été, on a souvent des camps d'été parce que nous, on fait les camps d'été, on est différent de certains groupes qui ont tendance à amener seulement les personnes touchés par la maladie. Nous, on amène la fratrie, on amène la famille. Pour nous, parce que celui qui a la maladie, oui, il est touché, mais il a son frère aussi, il a sa sœur aussi. Mais sa sœur, l'autre qui n'est pas touché par la maladie, voyant souvent, on a tendance à chouchouter. Lui, il est dit comme ça. L'autre qui est malade, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il a tendance à faire des mauvais coups pour attirer l'attention. Donc, pour nous, c'est très important qu'on amène tout le monde. Et celui qui n'a pas la maladie, il rencontre l'autre frère, l'autre sœur qui n'a pas la maladie. Ils peuvent échanger. Comment vous vivez ça? Ça améliore la cohésion familiale, tout à fait. Et si on amène l'enfant, on n'amène pas la maman ou le papa, il y a besoin aussi d'avoir un temps de répit. On a des bénévoles qui sont là, en fait, pour s'occuper de des jeunes et pour faire des activités. Pendant ce temps, les parents peuvent aller se reposer en toute quiétude. C'est ce qu'on fait dans nos camps d'été. On fait ça depuis une dizaine d'années. Donc, notre prochain camp, on part la semaine jeudi pour dimanche du côté au camp de la Naudia. Un camp d'été, donc, pour tout le monde. Donc, et annuellement, on a toujours des conférences. La dernière qu'on a eue, Christian a fait présenter tout ce qui est le volet, le dépistage qu'on avait finalement obtenu auprès du gouvernement, donc présenter les données là-dessus. Et on en a, c'était notre 12e. On va en avoir d'autres qui, bientôt, en septembre et en novembre. On organise toujours une soirée phare qui nous permet de ramasser des fonds pour soutenir, financer nos projets. Qui est un gala. La prochaine soirée, c'est quand? Le prochain gala, c'est le 22 juin 2024. Invitez les charismatiques, alors allez-y, voilà, ne vous gênez pas. Ne ratez pas ça. En fait, Christian était là la dernière fois. En fait, elle a vu comment. On avait une pléiade des gens présents à cette soirée-là, des politiciens, toutes sortes de monde. Et les malades aussi. Et quand on fait ce genre de soirée-là, on présente surtout les jeunes qui vivent avec la maladie, qu'on les appelle de patients courage. Alors, donc, pour dire que vous vivez des situations difficiles, prenez courage. Prenez courage, ne baissez pas les bras. La maladie est difficile, mais il ne faut pas baisser les bras. Et donc, on peut toujours vivre avec la maladie et arriver à atteindre notre objectif. Peut-être pas en même temps que les autres qui n'ont pas la maladie, ça, c'est important. Mais ça se fait. Donc, alors, on présente des cas réussis malgré la maladie. Alors, et on a annuellement, on a toujours notre assemblée générale pour présenter nos données par rapport à l'association. Et on combine ça toujours avec une soirée de fin d'année où on mange ensemble. On mange les gens qui viennent d'Afrique, d'Haïti. Chacun amène sa marmite. Voilà. Chacun amène son potluck. Voilà. Donc, et là, l'information se passe et l'encouragement aussi se donne. Voilà, en fait, on participe ensemble annuellement et on en profite pour remettre des cadeaux aux enfants. Donc, donc c'est des activités qu'on fait. Et en plus, de nos jours, il y a beaucoup de difficultés à trouver des travailleurs sociaux, surtout au niveau de la psychologie. Donc, vu que c'est une maladie qui est très violente, qui endommage les organes vitaux, les gens, ils en souffrent beaucoup. Donc, souvent, ils ont besoin une écoute, ils ont besoin d'écoute, de rencontrer des spécialistes, des psychologues. Alors, donc, pour essayer de passer à travers certaines crises, alors, donc, on a 2 cabinets psychologues qu'on a une entente avec eux et on offre ce service-là pour non seulement faire les ateliers psychothérapie en groupe, et individuel également. On le fait au bureau de l'association. On est sur Saint-Denis. Donc, en termes de services, en termes de référence et d'écoute, on est là. Et puis, il ne faut pas hésiter. En allant sur le site sur Google, vous tapez Association d'Annie Falciforme,
vous allez nous retrouver. Okay. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter pour des références, pour du soutien, pour de l'aide. Et on accompagne les gens, surtout de nos jours. Il y a beaucoup de gens qui arrivent ici, des réfugiés. Oui. Alors, aujourd'hui même, j'étais avec une maman qui est partie, qui a laissé sa petite fille, son garçon de 8 ans, qui est à Est, en Afrique, et puis qui a besoin d'accompagnement, de l'aide pour expliquer. Parce que si on ne l'accepte pas, il n'y a pas de soins. On sait très bien dans nos pays d'où on vient comme ça. Alors donc c'est plus facile d'avoir le soutien médical. Donc j'en accompagne ces gens-là aussi à ce niveau-là. Donc pour sensibiliser les fonctionnaires d'immigration à mieux comprendre que la problématique que vivent ces gens où il n'y a pas de dépistage, il n'y a pas de prise en charge, il n'y a pas de médicaments. Les gens, les enfants, on parle d'Afrique, 300 000 naissances et 50% n'atteindront pas l'âge de 5 ans pour toutes sortes de raisons. L'ANIFASFORM représente 5% de la mortalité infantile à travers le monde. Alors c'est beaucoup. Donc, alors, et particulièrement dans les pays sous-développés, Afrique, Haïti, les Caraïbes. Donc, c'est des informations que les gens, les fonctionnaires d'immigration ont besoin de ces genre d'informations-là pour pouvoir prendre bien orienter et puis des fois décider de renvoyer la personne dans le côté humanitaire. Donc on met beaucoup d'accent là-dessus. Oui. Donc alors on accompagne les gens à ce niveau-là. Donc notre travail est multiple. Oui. Et puis, c'est une prise en charge, en fait, holistique. Vraiment, voilà. Vous essayez de ratisser large. Très large, voilà. Pour être sûr de prendre l'individu dans son ensemble. Tout à fait. Ou du moins aussi la famille dans son ensemble. Ouais. Parce que le papa et maman deviennent effectivement un aidant naturel, ou bien la grande sœur ou le grand frère devient un aidant naturel. Donc, il faut pouvoir aiguiller tout ce monde-là. Pas juste la personne, effectivement, qui souffre. Tout le monde, tout le monde, parce que c'est le travail qu'on fait, on le voit à chaque jour qu'on voit qui est très bien apprécié. Et puis, tout récemment, on a fermé la frontière, pas la frontière, en fait, que les gens passaient venaient du côté des États-Unis. Oui. Et puis, le chemin Roxane, oui. Et quand ça a emmené un flot de gens, d'immigrants qui avaient toutes sortes des besoins de sa santé. Donc, alors, on en reçoit beaucoup de gens comme ça, en fait, pour les accompagner. Donc, alors, bref, on tente de faire avec les moyens du bord. Et puis, Dieu merci, je crois que les gens sont bien satisfaits de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et puis, on avance, on continue. Vraiment. On continue. Ouais. Et je vois que vous êtes venu armé avec quelques petites ressources. Ma dernière question, en fait, ce serait de vous demander, grosso modo, quels sont les traitements les plus souvent utilisés ou les plus souvent effectivement donnés aux personnes atteintes de la drépanocytose. Quelles sont les ressources que l'on pourrait consulter à tête reposée pour pouvoir éventuellement ouvrir la discussion, pour pouvoir s'informer. Je vous donne 2 questions en une là. Je comprends. De toute façon, on a les traitements en fait qui existent actuellement. Il y a très peu de traitements, il faut le dire. Il y a des recherches, mais pas au même titre qu'on a des recherches cancer du sein. Ouais. Et malgré que l'OMS considère que l'anémie falciforme fait partie des 4 fléaux. Les 4 fléaux, on parle de sida, malaria, tuberculose, anémie falciforme. On ne parle même pas du cancer. Mais tuberculose, si on se retrouve, je sais pas, dans un pays où il y avait la malaria, on peut se retrouver, avoir la malaria et ramener ça au Québec. Oui. Et alors, donc, ça s'attrape. Oui. L'anémie falciforme, ça ne s'attrape pas. Oui. Le sida, ça s'attrape. Oui. Si on ne fait pas attention, on peut se retrouver et contaminer d'autres personnes. Donc, on parle de tuberculose, malaria, le sida et l'anémie falciforme, ça ne s'attrape pas. Parce que c'est une maladie génétique héréditaire. Oui. Ce qui a mis cette maladie dans une mauvaise posture. Les grandes compagnies pharmaceutiques, oui, ont fait des
des efforts, mais les efforts pas encore assez. Oui. Parce que c'est pas une maladie qu'on vient de découvrir il y a quelques semaines, là. Ça fait plus de 100 ans de ça qu'on a mis la main. En 100 ans qu'on a dit, ça s'appelle la maladie. Donc la maladie existait déjà. Oui. Alors en 1910, quand on a dit, voilà, c'est bien cette maladie-là, en fait, qu'on avait de la misère à pointer comme ça et qui fait des ravages. Donc, où est-ce qu'on en est par rapport à la recherche? Donc, on aurait dû être capable d'en arriver avec quelque chose. Et quand on voit tout ce qui se passe dans les autres cas, les autres maladies, on a encore besoin de faire beaucoup d'efforts. Mais l'autre chose qu'on a besoin aussi de faire aussi, il faut qu'on soit conscient, nous, en tant qu'Africains, Haïtiens ou bien Latinos, autres concernés par la maladie, à nous prendre en main aussi, à ne pas considérer cette maladie comme ça de tard, un tabou, on n'en parle pas, et puis en fait, on vit dans son petit coin, on n'a pas besoin de s'informer, ou bien on laisse ça entre les mains des autres. Donc, alors, un Québécois, il n'a pas l'anémie falciforme. Donc, alors, il va faire... Il ne connaît pas, en fait. Oui, mais il ne connaît pas, mais ça le concerne seulement. Ouais. Il va se retrouver avec un AS, dans le pire des cas. Mais en fait, que ça, c'est notre cause, c'est notre affaire. Donc, l'idée, c'est que nous-mêmes aussi, on a besoin d'être conscients de ça. Et puis, il y a un travail à faire. Un travail de plaidoirie, je pense. Non seulement de plaidoirie, d'être conscient que nous, c'est notre affaire. Donc, alors, de supporter et de ne pas seulement pointer du doigt en fait que lui, parce qu'on a souvent tendance à dire celui qui a l'anémie falciforme, c'est un petit paresseux parce qu'il ne veut pas travailler, ou bien cet enfant-là, on n'a pas besoin d'investir trop là-dedans parce qu'on sachant très bien qu'est-ce qui va arriver là, c'est de l'argent perdu parce que il va vivre 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, on n'en est plus là. Dans le passé, on parlait l'espérance de vie autour de 10-20 ans. Maintenant, on a des gens qui, l'espérance de vie se retrouve, en fait, pour les garçons, les hommes, on parle autour de 50 ans, les femmes de 55 ans. Et on a des cas. Moi, j'ai une dame, je connais, en fait, qui a 60 ans. Et une autre, l'année dernière, au gala, qu'on a honoré un monsieur, il avait 76 ans. Il travaillait encore. Wow. Un SS en plus, ça. Wow, mais il y avait une prise en charge. Et lui, il se cachait pas dans son coin, disant qu'on se laisser aller, là. Donc, alors, mais il y a... Oui, on parle de prise en charge, mais il faut se prendre en main aussi. Oui. Donc, alors, il faut en parler et il faut poser des actions. Et l'autre message, j'aimerais bien passer aussi, c'est surtout les jeunes. Ils ont tendance, rendu à l'âge, quand ils sont jeunes, maman, papa les accompagnent dans les rendez-vous et la prise de médicaments. Rendu à l'âge de 18 ans, vous savez, on est au Québec, donc alors... je suis fort, c'est pas la même chose. Voilà. Alors, il refuse de prendre les médicaments et il en profite, il décide de vivre comme si il a la maladie. Et souvent, il se retrouve aux urgences, avec des crises énormes et puis des situations en fait qui endommagent les organes vitaux. On aurait pu intervenir à tôt. Donc alors, c'est quelque chose à prendre en considération. Donc pour nous, en fait, on a des petits dépliants qui n'expliquent, qui nous sommes, et c'est quoi la maladie, quels sont les impacts et comment qu'on peut vivre avec la maladie. Et on a développé des dépliants, des petits livrets aussi sur les traits, parce que c'est très important qu'on parlait tantôt, les traits, c'est des gens en fait qui doivent savoir est-ce que j'ai les traits de la maladie et puis si j'ai le trait... voici le risque si je me retrouve avec une copine ou un copain qui a le trait. Voici le nombre voici le risque ou bien la possibilité. Donc alors c'est très important qu'on encourage les gens à connaître le génotype sanguin. On a développé des petits livrets aussi pour l'école aussi. L'idée c'est l'anémie falciforme et les profs. Donc alors pour que les profs soient plus sensibles aussi, parce que on parle des documents. La gestion de la classe par rapport à un enfant en termes d'hydratation, mais aussi en termes d'exercice aussi. Alors, un enfant se fait une activité physique, on encourage à faire des activités physiques, mais pas de façon intense là. Donc alors, et puis s'arrêter de boire un peu d'eau et puis de recommencer.
c'est des choses en fait on essaie de passer comme message dans le milieu scolaire. Mais si la mère ou les parents n'informent pas l'école, n'informent pas le prof, lui, il ne va pas le savoir. On va considérer que c'est un jeune qui ne veut pas travailler, un jeune qui ne veut pas collaborer. C'est à ce moment-là qu'il vit des stigmas. Voilà, des stigmas. Ouais. Et souvent, il y a des jeunes, quand on a une falciforme, on a tendance à voir les yeux jaunes, qu'on les appelle le petit nègre aux yeux jaunes, là, on les taquine. Mais lui, en fait, il vit déjà un problème de santé et on lui pointe du doigt. Donc, alors, c'est pas évident. Vaut mieux d'éduquer les enfants par rapport à ça. Écoute, c'est pas... si on a le cancer, on ne le cache pas, on dit on a le cancer. Ouais. Pourquoi on a une falciforme, on a tendance à le cacher, on n'en parle pas. Donc, je crois que c'est un problème d'éducation qui doit se faire à plusieurs niveaux. Et on a développé un autre document pour les plus jeunes, en bande dessinée. Donc, c'est chouette, ça. Alors, pour les plus jeunes, ça parle. Donc, alors, l'anémie falciforme, qu'est-ce que c'est? Et donc, ça explique aux plus jeunes de mieux comprendre ce qu'ils vivent, surtout ceux qui sont au niveau primaire. Donc, alors, voilà, on a d'autres types de matériel comme ça qu'on développe. Et puis, nous, on est toujours présents à témoigner, soit en atelier ou bien à l'église. Moi, dans mon église, je fais souvent, en fait, que de prendre la parole pour sensibiliser les gens par rapport au don de sang, qui est quand même quelque chose qui est très majeur en termes de traitement des patients d'anémie falciforme. Parce qu'on peut pas, je ne sais pas si vous le savez, on ne peut pas transfuser quelqu'un avec anémie falciforme seulement sur la base du groupe sanguin. Il faut aller au-delà du groupe sanguin. On fait des tests de typage pour savoir en fait qu'il faut aller chercher il y a certains phénotypes. Donc, alors, il faut le savoir, parce que si on le fait uniquement sur la base du groupe sanguin, souvent, ces gens-là se retrouvent seulement avec un taux de fer trop élevé. Ils font des réactions. Et cette combinaison-là peut occasionner plus de tort que de bien. Alors, donc, et généralement, on peut trouver cette compatibilité chez les gens qui partagent les mêmes génotypes. Vous et moi, c'est plus facile de trouver chez la communauté africaine le même génotype sanguin. Donc, en fait, pour pouvoir trouver ce sang-là et pour transfuser la là, vous touchez un sujet assez sensible. Sans doute qu'il va falloir que vous reveniez la question, en fait, du don de sang. J'ouvre très vite la parenthèse et puis je vais la refermer, mais il va falloir vraiment qu'on aborde ce sujet-là à un moment donné. La question du don de sang par rapport aux communautés, effectivement, à minorité visible. Moi, je me souviens encore, je suis arrivée en 2002 au Canada, issue d'un pays en voie de développement et donc avec un fort taux de cas de sida. Moi, je veux donner mon sang parce que je suis, je pense, donneuse universelle. J'ai oublié le résus, mais je suis du groupe O. Voilà. Je veux donner mon sang et l'infirmière de l'époque me dit non, vous venez d'Afrique, on ne prend pas le sang de personnes qui viennent d'Afrique. À partir de ce moment-là, ils m'ont perdu. Je vous dis, véridique, hein. Depuis, je n'ai plus jamais voulu faire un don de sang. Parce que, apparemment, il y avait beaucoup de préjugés ou de... Je veux dire, ils ont raté un message, en fait. Maintenant, je vois que l'association... Emma Québec. Emma Québec se reprend. Je vois des publicités, effectivement, où on voit des personnes afrodescendantes avec le t-shirt relevé pour encourager. Mais moi, je dis, il y a un gros travail de fond à faire là-dessus. Parce qu'à cette époque-là, c'était beaucoup de rejet qu'ils faisaient. Il faut le dire. Je suis tout à fait conscient. Et moi, j'ai démarré, j'ai initié des collègues de sang dans la communauté en 2004. Suite à ma fille qui, je ne sais pas, elle a reçu peut-être une centaine de transfusions. C'est comme ça, en fait, j'ai dit, en fait, il faut que je fasse quelque chose. Mais
ton histoire, je vais t'en donner une autre histoire et vous allez comprendre. Et puis, je vais juste vous enlever, je vais vous dire que vous n'avez pas, c'est pas une raison de ne pas en donner. Bien sûr que je le sais que c'est pas une raison, mais allez-y, tentez de me convaincre et de convaincre les charismatiques. Bon, vous venez de l'Afrique, mais je vous dirais, par rapport à la communauté haïtienne, oui. C'est encore pire. Je vous donne l'exemple. Dans les années 80, on parlait de katash. OK. Héroïomane, homosexuel, hein, haïtienne. Et j'oublie l'autre H, mais ce katash, ça va me revenir. Et c'est des gens qui étaient complètement bannis, refusés. Parce qu'on a... Bref, on n'a pas fait l'historique de tout ça, mais nous, on était touchés directement. On n'en est plus là. Ouais. Je crois qu'il y a une erreur. Et comme je dis, une grosse erreur, une grosse bêtise. Et il la répare. Ouais. Oui. Mais ça reste encore des gens de ma génération qui refusent encore de donner du sang de la communauté haïtienne à cause de cela. Malgré les efforts faits, j'ai travaillé beaucoup avec Emma Québec par rapport à ça. On a organisé des activités, des événements auprès des pasteurs évangéliques haïtiens et puis dans les leaders dans la communauté. On a fait ils ont fait des efforts, mais ça reste quand même marqué certaines personnes. Ce que vous avez mentionné tantôt, c'est tout à fait normal. Je comprends que vous avez été estomaqué de la manière dont vous avez quasiment, de façon cavalière, refusé votre sang. Mais si on prend toutes ces choses-là, qui nous ont fait très mal, par rapport à la douleur d'un enfant souffrant d'anémie falciforme, sachant très bien que, Dieu merci, on a tous 4 à 5 litres de sang dans son corps et on va chercher seulement 2000 litres. Dans ces 2000 litres, il y a 4 vies. Globules rouges, globules blancs, plaquettes, plasma. C'est des éléments essentiels pour permettre à quelqu'un d'aller mieux pendant un certain temps. Pourquoi moi je refuserais de ne pas poser ce geste? Parce que j'ai été frustré de la bêtise d'un humain, sachant très bien où est-ce qu'il y a l'homme, il y a l'hommerie. Et voilà, moi, en tant qu'homme et chrétien, sauvé, et j'ai décidé de tout oublier, de tout pardonner, les bêtises, et de foncer, de voir, d'aller de l'avant, et pour sauver des milliers, des jeunes enfants de mes frères, cousins, voisins, amis, connus, non connus. Un geste de 45 minutes de mon temps. Moi, je ne vais pas comparer. Ce geste, on se sent héroïque et il n'y a pas de sentiment de bien-être comparable après avoir posé un geste, fait un don de sang. J'encourage tout le monde à poser ce geste et le sang, c'est la vie. C'est la vie. La preuve en est bien grande. Il a donné son sang à la croix pour nous. Pour nous. Moi, je peux en donner Grâce quelques à son gouttes. sang, on est guéri. Guéri et sauvé. Oui. Quelques minutes de mon temps, un peu de sang dont j'ai reçu gratuitement. Pourquoi ne pas permettre à d'autres personnes de vivre, d'avoir une qualité de vie pendant quelques semaines, d'aller mieux? Moi, je suis prêt à le faire et je suis prêt à oublier tout ce qu'on a raconté, tout ce qu'on a dit, parce que pour moi, le bienfait n'est pas comparable. Le mal n'est plus là. Donc, par rapport à ceux qui de voir souffrir les enfants de les centres hospitaliers, j'ai mentionné au tout début que j'ai perdu un enfant.
Ma deuxième fille a eu l'anémie falciforme au même titre. J'ai dit au tout début que j'étais souvent pris pour un personnel de l'hôpital. Oui. À la grâce de Dieu, ma fille a fait partie de la deuxième personne qui a eu la greffe de moelle osseuse au Québec. D'accord. C'est la seule façon de se guérir de cette maladie-là. D'accord. Et c'est grâce à un médecin qui était venu de France. On n'avait pas de médecin à Sainte-Justine pour prendre les patients d'anémie falciforme. J'ai fait des démarches en tant que responsable de l'association. Je les talonnais pour avoir un médecin responsable pour prendre le programme d'anémie falciforme. Et le médecin est arrivé de France et c'est elle qui a dit, écoute, on n'en a jamais fait de greffe de moelle osseuse au Québec. Or, ça existait déjà longtemps en France, en Belgique. J'étais parmi les premiers à l'avoir. Je dois être reconnaissant. Et voilà pourquoi moi, je milite. Et depuis une quinzaine d'années, ma fille a 32 ans maintenant. Elle mène une qualité de vie non comparable à celle qu'on a connue. Oui. Et c'est la raison pour laquelle moi, je ne baisse pas les bras et je continue à talonner mes frères africains, haïtiens par rapport à prendre leurs responsabilités par rapport à la famille, à la maladie. Et au niveau politique, au niveau de la population, en termes de prise en charge, en termes de don de sang, parce que présentement, il n'y a pas de médicaments réels connus, disponibles pour les patients souffrant d'anémie falciforme, à part la transfusion sanguine à tous les 2, 3, 4 et 6 semaines. D'accord. Donc on a un effort collectif à faire. Tout à fait. Et je prendrai contact avec vous pour poser mon acte et donner de mon sang. Je suis maintenant... Ah ben bravo. Et je vous dis déjà merci à l'avance. Et c'est ce que je souhaiterais même de voir, même d'organiser une collecte de sang en ce lieu. Oui. Pour le bien de la communauté. On va travailler là-dessus avec le docteur Constant et on espère vraiment que ça aboutisse à un résultat satisfaisant. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, moi je parle pour moi et je viendrai faire ma prise de sang. Alléluia. Alors, merci monsieur Wilson. Nous étions donc en train de parler de la drépanocytose avec le président de l'association de l'anémie falciforme du Québec, situé au 7333 Saint-Denis, rue Saint-Denis, bureau 3 à Montréal. Le téléphone, prenez-le en note, c'est le 514-507-0891. Et si vous avez des questions à leur poser, vous avez besoin encore une fois d'accompagnement d'une façon ou d'une autre, vous pouvez toujours écrire à info@aafq.org. Donc info@aafq.org si vous voulez. Donc nous arrivons donc à la fin de notre épisode. Merci monsieur Wilson pour votre temps, pour votre connaissance et pour tout ce partage-là. Moi également j'ai appris. Et je vous dis merci aux charismatiques d'avoir été fidèles encore une fois aujourd'hui. Nous continuons encore une fois à travailler pour vous, à vous servir, pour vous amener des sujets qui vous intéressent, qui vous concernent. C'est aussi de votre responsabilité de nous écrire à caris@christenaction.com. Si vous avez des questions sur la série de la drépanocytose, n'hésitez pas. Si vous avez également des sujets de prière, parce que nous allons clôturer cette série avec Pasteur Suzine Dello et le docteur Constant, nous allons prendre le temps de prier pour des cas de maladies concernant la drépanocytose ou tout autre. Donc, préparez vos questions, préparez vos requêtes de prière et écrivez à caris@christenaction.com. Nous allons vous chercher les experts, nous allons vous chercher des invités tels que Monsieur Wilson. Tout ça pour pouvoir encore une fois avoir la connaissance, parce que notre parole nous dit bien que mon peuple périt faute de connaissance. Faute de connaissance de la parole de Dieu, mais aussi faute de connaissance de toutes sortes de sujets.
Donc en ayant l'information, nous pouvons préciser encore une fois notre prière. C'est pour cela que nous faisons en mode chroniqueuse. C'est pour cela que nous faisons, que nous touchons, que nous abordons des sujets de santé ou tout autre, pour pouvoir préciser notre prière et pour pouvoir amener la parole de Dieu qui correspond exactement à la problématique. Merci Madame Eyo, merci Monsieur Wilson Sanon. Vraiment, c'était formidable. Très enrichissant. Nous avons appris vraiment beaucoup de choses sur cela. Les prochains épisodes, nous aurons un temps, personnellement moi, avec mon équipe, de prier pour ces cas, pour les familles, des cas de drépanocytose évidemment. Et nous allons vraiment prendre Caris pour toute une émission juste pour la prière, pour les sujets de prière. Alors, si vous êtes dans les cas, vous êtes dans les besoins, n'hésitez pas à nous écrire. Et comme ça, on va se mettre en accord, selon la parole de Dieu, prier ensemble afin que le Seigneur puisse nous faire grâce. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie et que ce que nous avons entendu, que nous puissions mettre cela en pratique, que nous soyons des parents ou des personnes éveillées à comprendre qu'est-ce que c'est la drépanocytose. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Que le Seigneur vous bénisse et que les murailles de drépanocytose doivent tomber dans le nom puissant de Jésus. Et nous allons rentrer dans les choses sérieuses.